Salam alaikum. Naïma, est-ce que tu es là? Là, Naïma, notre intervenante. Je t'ai mis le micro. Le live va commencer. Oui, salam alaikum, vous m'entendez? Oui, ils t'entendent. Écoute, je vais présenter l'assaut, après je vais te laisser te présenter. Qu'en penses-tu? Oui, je t'en prie. D'accord. Barakallahu fik. Déjà, je sais qu'Allah te récompense de nous donner de ton temps, ce qui est énorme et qui est un beau, beau cadeau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas une association, ça a trois pôles. Le premier, le pôle partage de contenu religieux sur la chaîne WhatsApp que vous pouvez trouver. Le deuxième est le pôle Maraude pour aider son prochain à travers diverses associations. Et le troisième, c'est celui-là, via les webinaires avec des intervenants, via des psychologues, sexologues, musulmans, toutes les thématiques en lien sur Me Connaître. Il y a les événements physiques et il y a également le fichier de mise en relation. L'association a été structurée au Val-de-Marne pour tous ceux qui veulent savoir. Donc, tout est là depuis un an. Voilà, si des questions, n'hésitez pas. Neema, je te laisse. Et encore, ça s'éclaire de venir chez une association au 8e webinaire. Bismillah. Salam alaikum à tous et merci de votre présence. Donc, je me présente, donc Naïma, je suis diététicienne nutritionniste et coach sportive. J'espère que on m'entend bien. Est-ce que c'est bon? Tu peux me le dire, Le Mehdi, s'il message te que j'ai plaît? reçu, oui, tout va bien. Le Oui, message ok, que j'ai super. reçu, c'est que tout va. Bon, bah, très bien. Parfait. Voilà, et donc j'exerce en libéral. Et aujourd'hui, donc, on va parler donc de bien-être mental et physique, donc, grâce à la nutrition. Et aussi, bien évidemment, donc l'activité physique et la gestion des émotions qui entrent également en ligne de compte. Et ensuite, ben, on fera une partie questions-réponses, Inch'Allah. Voilà. Hop, donc on va pouvoir commencer. Alors, donc le sommaire pour cette présentation. Donc, dans un premier temps, donc, on va parler un petit peu des chiffres et constats actuels en termes de malnutrition. Deuxièmement, donc on va parler des conseils pour une alimentation équilibrée. Et troisièmement, je trouve que c'est quand même le moment de parler d'alimentation pendant Ramadan, puisqu'il arrive très bientôt, Inch'Allah. Donc pour commencer, déjà depuis 1997, malheureusement, on a une recrudescence et une courbe en termes d'obésité qui ne fait qu'augmenter. Donc les chiffres sont alarmants. On est passé de 8,5% de personnes en surpoids et en obésité en 1997 à 17% en 2023. Et cette courbe ne fait que augmenter. D'autant plus que dans les personnes en surpoids, on inclut également les personnes qui ont un IMC normal, mais qui ont une masse grasse élevée. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'analyser sa composition corporelle via l'impédance-métrie qu'utilisent souvent donc, les professionnels de santé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réagir à ce sujet et c'est l'objet de cette conférence. Donc au niveau des causes, malheureusement, donc on a l'industrialisation planétaire avec les progrès technologiques, la sédentarité, le travail de bureau et Internet. On a aussi le phénomène d'individualisation et d'isolement de la société. Également, on a moins de temps pour cuisiner et pour manger. En général, le repas du midi se fait à l'extérieur et le repas du soir est ultra calorique en raison de nos horaires et notre rythme effréné. Également, on a la naissance des grandes surfaces. Donc, on est dans l'ère de la consommation de masse avec le développement des marques et des publicités. Et donc, on a un choix élargi de denrées et donc une surproduction. D'autant plus qu'on n'est plus du tout dans l'agriculture raisonnée. Et forcément, donc, les fruits et légumes en prennent un coup au niveau qualitatif et au niveau nutritionnel. Sans parler de la superpuissance de l'industrie agroalimentaire. Donc, l'alimentation moderne est industrielle. Le but, bien évidemment, de l'industrie, c'est d'augmenter les rendements pour attirer plus de cibles, toujours plus. Et malheureusement, comme je le disais précédemment, l'agriculture devient intensive. Aussi, nos modes alimentaires s'uniformisent. Donc, il y a les mêmes produits toute l'année. On a une forme assez neutre et abstraite de l'aliment, des plats cuisinés au goût méconnaissable et une perte du lien avec sa nourriture d'origine. Donc voilà, vraiment les causes sont vraiment
énormes et elles sont excessives. Donc, sans parler bien évidemment donc l'activité physique qui devient de plus en plus rare, étant donné donc les conditions de travail de bureau, Internet, les conditions de vie qui sont améliorées pour le confort de tous, notamment bien évidemment dans les pays développés. Aussi, l'avez-vous remarqué, on a des points d'approvisionnement en nourriture multipliés à chaque coin de rue. Et donc, forcément, bah, ça éveille nos sens et on a souvent des envies incontrôlées. Également, donc, l'industrie facilite la consommation de nourriture, même chez nous. Donc, on passe beaucoup moins de temps pour cuisiner. Ça devient un peu de l'assemblage. Et aussi, donc, les graisses cachées et les boissons sucrées. Donc, vraiment, tout ce qui est industriel, c'est vraiment très, très, très riche en sucre, en sel et en gras. Donc, toutes ces causes-là, effectivement, donc c'est bien quand même d'en prendre conscience, puisque forcément, on fait partie de cette société du 21e siècle. Et l'idée, en fait, c'est quand même de travailler sur trois paramètres sur lesquels on a une marge de manœuvre. Donc, ce sont les trois paramètres santé. Donc, dans un premier temps, l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress et des émotions. Donc, c'est les seuls paramètres sur lesquels on a une marge de manœuvre. Le reste, c'est-à-dire la génétique, c'est-à-dire votre environnement, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on se focus principalement sur ces trois paramètres-là. D'autant plus que le prophète alayhi salam dit: un humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées afin qu'il tienne son dos droit. Et s'il ne peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour sa respiration. Donc au niveau des proportions gastriques, donc laissez toujours une part d'air, une part de boisson et une part de nourriture. D'autant plus qu'il est très important aussi de rappeler que l'air, l'oxygène est un aliment, puisque nous sommes des êtres aérobies et on se nourrit d'oxygène pour produire de l'énergie. Donc il n'y a pas de nécessité de remplir en fait son estomac au-delà des deux tiers. Donc voilà pour la petite introduction. Donc maintenant, on va passer au vif du sujet, donc l'alimentation équilibrée. Donc c'est parti, prenez des notes et notez aussi vos questions si jamais elles viennent au fil de l'eau. Donc dans un premier temps, mon premier conseil pour bien manger et pour allier aussi bien-être mental et physique, c'est de consommer des aliments frais, des aliments vivants, des aliments qui proviennent directement de la terre, issus directement de la terre, puisque des études scientifiques prouvent que les aliments frais qui sortent directement de la terre ont une énergie positive. Et cette énergie positive, quand elle est ingérée et quand elle est à l'intérieur de votre corps, elle contribue à votre bien-être mental. Et donc, ça fait partie justement d'une bonne santé. Donc, plus vous allez manger des aliments frais, donc notamment des fruits, des légumes, du poisson, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. De toute façon, on a tous fait le test. Dès lors où on mange un peu plus industriel, on a plus de culpabilité, de frustration ou ne serait-ce qu'une dépression qui pointe le bout de son nez. Et c'est inexpliqué. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez la réponse. C'est que les aliments vivants vous font vivre de l'intérieur et éveillent justement votre équilibre intérieur et toute l'homéostasie interne. Donc, misez sur les aliments frais. Cuisinez chez vous, privilégiez le fait maison, apprenez les techniques culinaires, équipez-vous, ça aussi c'est intéressant, pour gagner du temps et faites des aliments frais la base de votre alimentation. Et bien évidemment, j'ai envie de dire de limiter la consommation d'aliments ultra transformés, voire de les supprimer, puisqu'ils n'ont aucun effet positif sur votre corps, si ce n'est avoir des effets délétères sur la santé sur le long terme. Ne parlons pas, de la lecture des étiquetages alimentaires, qui est, totalement difficile à décrypter, c'est-à-dire, tous les E, tous les additifs, les conservateurs. Voilà, il faut vraiment être un professionnel pour arriver à décrypter, les étiquettes. Mais dès lors où vous avez envie de choisir un produit, je vous conseille d'abord de vous focaliser sur les 3 premiers ingrédients. Si ça commence par sucre, on le dépose et on fait la recette soi-même à la maison.
Le deuxième conseil, c'est de choisir une alimentation à dominante végétale. Alors pourquoi à dominante végétale? Puisque tout simplement, le règne végétal contient toutes les vitamines, les fibres et les minéraux dont le corps a besoin. Et concevez, autour de cette alimentation végétale votre protéine, donc viande, poisson ou œuf. Bien évidemment, je parle de protéines animales. Dans le règne végétal, il y a aussi des protéines végétales. Donc l'idée, c'est d'être équilibré en termes de protéines végétales et de protéines animales. Donc aujourd'hui, en plus, on parle beaucoup de protéines, surtout dans le monde du sport et dans la supplémentation, voilà, en poudre, etc. Je vous avoue qu'elle n'est pas nécessaire pour 80 à 90% de la population française ou population occidentale. Ça, c'est selon l'OMS. Alimentez-vous d'aliments vrais, car les aliments, justement, sont des matrices et on a une association judicieuse des nutriments entre eux. Je parle par exemple du riz, qui est formidablement associé avec les lentilles, les légumes secs, etc., puisqu'on a des acides aminés qui se complètent. Donc ça s'appelle la complémentation. Donc, suivez chez vous, donc un jour ou deux par semaine, un régime totalement végétarien. Et ce sont des repas très très complets, donc à base de légumes secs, à base de fruits et légumes, euh, bien évidemment de saison, locaux, pas forcément, je dirais, bio, mais plutôt issus de l'agriculture raisonnée. Puisqu'aujourd'hui, le bio, c'est pas pour toutes les bourses, c'est pas pour tous les budgets. Donc voilà, misez quand même sur une agriculture locale et une agriculture en fait raisonnée. Ouais, ça, c'est vraiment le deuxième conseil. Tertio, choisir des aliments à densité calorique ou énergétique faible. Donc là, on rentre un petit peu plus dans des termes un peu techniques. Donc retenez, densité calorique faible, c'est-à-dire que l'aliment en question va vous apporter de l'énergie, mais avec le moins de calories possible. Donc plus vous allez vous alimenter avec des aliments dont la densité calorique est faible, et plus vous pourrez manger plus pour un même nombre de calories. Alors, je m'explique, je vous donne un exemple. Par exemple, un hamburger, restauration rapide, avec une canette de coca. Donc, on est à 560 calories. Jusque-là, tout va bien. On est sur une densité énergétique élevée. C'est-à-dire que voilà, vous allez apporter beaucoup d'énergie à votre corps avec uniquement un burger et un coca. Et donc, on a un repas beaucoup plus équilibré, beaucoup plus complet, donc avec un sandwich au poulet, avec 3 tranches de pain, avec une salade de légumes avec vinaigrette, une pomme, un yaourt, des carottes râpées, un verre d'eau. Et là aussi, on est à 560 calories. Donc, pour le même nombre de calories, comme je disais précédemment, vous pouvez manger plus, mais vous allez apporter une densité énergétique, beaucoup plus faible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans votre estomac, vous allez remplir votre estomac avec donc des aliments végétaux à plus de 50%. Donc voilà, c'est pour ça que les fruits et légumes doivent faire partie intégrante de votre alimentation puisqu'ils remplissent l'estomac et vous allez avoir en fait une densité énergétique faible et contrôlée pour consommer plus d'aliments, tout simplement. Bien évidemment, je sais que c'est très difficile de se passer de temps à autre d'un fast-food ou que sais-je. Voilà, c'est les petits plaisirs de la vie et moderne, j'ai envie de dire. Mais dites-vous que, on va le voir après, juste après, ce ne sont pas des aliments nourrissants et essayez plutôt d'avoir donc une alimentation à 80%, donc vraiment fait maison, donc respecter ce principe-là, et à 20%, donc un peu comme la loi de Pareto, à 20%, donc on est sur voilà, un peu d'aliments plaisir, même si, encore une fois, quand euh, j'ai envie de dire, votre esprit, votre âme, en fait, est éduquée à manger, à consommer donc des aliments frais, elle ne va que réclamer des aliments frais de plus en plus, en fait. Et au fur et à mesure, vous allez délaisser les aliments ultra transformés qui n'ont pas vraiment d'énergie positive pour votre corps humain.
Voilà, donc retenez juste la densité calorique des aliments, donc ça, c'est ultra important. Aussi, donc, 4e point, choisissez des aliments à densité nutritionnelle élevée cette fois-ci. Donc, précédemment, on parlait de densité calorique élevée. Donc, l'idée, c'est d'apporter le moins d'aliments, pardon, à densité calorique élevée, mais de consommer des aliments à densité nutritionnelle élevée. Et là, c'est beaucoup plus intéressant puisque l'indice de densité nutritionnelle va prendre en compte donc les vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine A, le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le zinc et les protéines. Donc vous avez sans doute déjà entendu parler des aliments à calories vides et les aliments à calories pleines. Voilà. Donc en fait, on fait le distinguo, c'est-à-dire les aliments à calories pleines vont être pauvres en calories et elles vont être riches en nutriments. Donc ça va être le poisson, ça va être les fruits et légumes de saison, elles vont être riches en acides aminés, en fibres, en vitamines, en minéraux, etc. Et en bons gras également, pour le bon fonctionnement de nos cellules. Euh, Cependant, les aliments à calories vides, elles vont être beaucoup plus riches en calories, donc elles ont une densité calorique élevée et elles sont pauvres en nutriments. Donc voilà, elles ne sont pas vraiment intéressantes pour votre corps. D'autant plus qu'elles sont très riches en acides gras saturés, en sucre ajouté et en sel. Donc c'est vraiment tout ce qui favorise les maladies chroniques et les maladies dites de civilisation qui sont un fléau aujourd'hui. OK. Donc on a parlé, donc des aliments à densité nutritionnelle élevée. Donc c'est sur ceux-là qu'il faut miser. Ensuite, le 5e principe, c'est de choisir des aliments antioxydants. Donc qui dit antioxydant, c'est-à-dire qu'il va prévenir du vieillissement cellulaire. Sachez une chose, c'est que nos cellules se renouvellent tout le temps. Mais si nos cellules de base, celles avec lesquelles on est né, elles, sont malades, eh bien, elles vieillissent beaucoup plus rapidement et donc ces cellules-là vont donner naissance ensuite à des cellules malades et donc ces cellules malades vont devenir délétères pour vous. Elles vont être stockées dans votre tissu adipeux, dans la graisse viscérale et provoquer des maladies chroniques. Donc l'idée, c'est de freiner ce vieillissement cellulaire et Allah Ta'ala a créé tout ce qu'il faut dans la nature pour qu'on puisse justement donc rester en bonne santé et freiner ce vieillissement. Donc je vous cite les 10 fruits par exemple les plus riches en antioxydants. Donc c'est-à-dire plus les fruits seront foncés et plus ils sont riches en antioxydants. Donc déjà vous avez les fruits rouges, donc les myrtilles, les mûres, les framboises. Bien évidemment c'est mieux de les consommer pendant la saison. Les fraises, les cerises, etc. Vous avez les dattes, les figues séchées aussi, la prune et les pruneaux. La pomme également est très riche en antioxydants. Les légumes les plus riches en antioxydants, donc vous avez l'artichaut, l'ail, la tomate, la betterave, l'oignon, l'aubergine, les feuilles de chêne, asperges. Donc vous avez vraiment en général tous les légumes verts et consommez-les de saison, c'est mieux. Aussi, les légumes secs sont très riches en antioxydants, notamment les haricots rouges. Et en termes d'herbes et épices, donc qui sont aussi fabuleuses à consommer quotidiennement. Donc vous avez les clous de girofle, la cannelle, le curcuma, le cumin, la sauge, le gingembre, le thym, la marjolaine, le paprika et l'estragon. Donc qui sont très intéressantes aussi pour aromatiser vos plats et pour faire le plein d'antioxydants. Voilà, donc ça c'était le 5e principe. On passe au suivant. Donc choisissez des aliments à index glycémique bas. Donc ça, c'est vrai que vous en avez sans doute entendu parler. C'est pas noté sur les étiquettes, c'est noté nulle part. C'est noté ici. C'est-à-dire que, donc, dommage que je puisse pas vous présenter un peu mes courbes. Donc là, devant moi, en fait, j'ai un petit graphique avec, comment vous expliquer, en fait, le taux de glucose en fonction de l'ingestion de l'aliment. Donc, c'est-à-dire que si vous allez manger, par exemple, quelque chose de très sucré, voilà, un gâteau, par exemple, eh bien, juste après l'ingestion de cet aliment, votre glycémie va
augmenter et ça, c'est tout à fait normal. Mais on a un fabuleux organe, qui s'appelle le pancréas, qui va sécréter donc de l'insuline et donc qui est l'hormone, qui permet en fait de faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc l'insuline, c'est la clé qui permet de faire rentrer le sucre dans les cellules et donc elle va être sécrétée pour faire baisser votre glycémie et la, faire revenir à des valeurs physiologiques normales. Mais le problème, c'est que votre pancréas, c'est un peu comme un réservoir de carburant. Vous choisissez vous-même votre autonomie et le nombre de kilomètres que vous allez parcourir avec votre réservoir. Et le pancréas, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que plus vous allez sécréter d'insuline et moins vous en aurez pour demain. Donc l'idée, c'est vraiment de doser les aliments à index glycémique élevé et de consommer le plus possible d'aliments à index glycémique bas, voire moyen, pour éviter ces pics de glycémie qui vous donnent ensuite, une fois que l'insuline est sécrétée, voilà, une baisse de la glycémie, ça c'est normal, mais vous pouvez aussi entrer dans une phase d'hypoglycémie s'il y a trop d'insuline qui est sécrétée en raison d'un trop fort pouvoir sucrant de l'aliment ingéré ou des aliments ingérés. C'est le cas, par exemple, voilà, d'une alimentation à base de fast-food industrialisé, et cetera. Vous allez avoir des pics de glycémie avec 1 heure, 2 heures, 3 heures après, le fameux coup de pompe, fatigue, baisse de concentration, envie de grignoter. Donc tout ça, c'est des signes que votre corps vous envoie pour vous dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas, je suis trop déréglé». Donc l'idée, gardez-le en tête, c'est que plus votre glycémie est stable dans la journée et plus vous serez en bonne santé sur le long terme. Donc consommez plutôt des aliments à index glycémique faible. Alors ce sont toujours les mêmes, ils sont verts, ils sont vivants, ils sont frais, ce sont les légumes secs. Vous avez aussi les fruits oléagineux qui sont top, tels que les noix, les amandes, les cacahuètes, les noisettes, à consommer de l'ordre d'une petite poignée. Pommes, poires, bananes, oranges, kiwis, vraiment faites le plein de fruits. Vous avez également toutes les céréales complètes, telles que le riz, le quinoa. Vous avez le chocolat noir aussi. Donc voilà, donc l'idée vraiment, c'est de consommer tous ces aliments à index glycémique faible. Vous avez les aliments à index glycémique élevé que vous connaissez bien évidemment, donc c'est-à-dire les aliments à base de sucre raffiné, le pain blanc par exemple, les pâtes. Vous avez aussi, les galettes de riz par exemple, les bonbons, les biscuits. Vous avez également les dattes, mais les dattes sont déjà dans un premier temps un fruit béni et en plus, dans les dattes et dans les fruits aussi, vous avez, des fibres et des acides aminés et donc les fibres vont aider à tempérer le pouvoir sucrant du fruit, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de manger un fruit en tant que tel, plutôt qu'un jus ou autre, puisque dans le fruit, c'est une matrice à base de sucre, bien évidemment, donc du fructose, et vous avez quand même donc des vitamines, des minéraux et des fibres pour réguler votre glycémie et la ramener donc à des valeurs physiologiques. Voilà, donc ça c'était le sixième principe. Le septième principe, alors là, ben, comment composer vos repas de manière équilibrée? Donc déjà au petit déjeuner, je vous conseille plutôt de manger plus de protéines, de bonnes graisses, et une boisson chaude, donc pour bien commencer la journée. Alors je sais que pas mal d'entre nous n'avons pas le temps le matin, on prend souvent un petit déjeuner sur le pouce, ou alors on mange pas du tout et notre premier repas juste après, une longue nuit de sommeil, c'est le repas du midi. Mais sachez une chose, c'est que le matin, on sécrète en fait une hormone qui s'appelle la dopamine et c'est l'hormone de l'excitation, de l'entrain, de la motivation et cette hormone, eh bien, vous avez besoin de précurseurs pour pouvoir la sécréter. Les précurseurs, donc ce sont les protéines. Donc, bye bye le petit déjeuner franco-français à base de croissants, petit pain au chocolat, un bon jus d'orange et un café sucré. Celui-ci, on le laisse tomber, puisque une demi-heure, voire 1 heure après, on a faim. Et c'est une chose qui est tout à fait logique, puisque ce petit déjeuner est très pauvre en protéines.
et très riche en sucre. Donc les protéines vont vous aider vraiment à arriver à satiété. Et vous pouvez fractionner votre alimentation. Vous n'êtes pas obligé de manger, voilà, peut-être que vous n'avez pas le temps ou autre, vous pouvez manger au travail, emporter avec vous quelque chose de facile à manger. Ça peut être aussi un smoothie, voilà, donc mixer des fruits ensemble et apporter avec vous donc une protéine quand même. Donc ça peut être un fromage blanc donc avec des graines de chia dedans, ça peut être, il y a des personnes qui aiment bien manger salé, donc vraiment faites-vous plaisir le matin, il n'y a vraiment pas de code, si ce n'est que, voilà, consommer des protéines et des bonnes graisses, des glucides de qualité, des oléagineux et un vrai fruit, pas de jus de fruits. Donc ça, c'est vraiment pour le petit déjeuner idéal. Si vous n'avez pas faim, c'est pas grave, partez avec un fruit, 3 dattes, de l'eau et fractionnez. L'idée, c'est de rééduquer votre corps, votre organisme, à ce qu'il ait une bonne horloge biologique, bien bien paramétrée. Pour les repas suivants, donc le déjeuner et le dîner, donc ils vont se ressembler. Donc on aura des bonnes graisses telles que des avocats, ça peut être aussi des fruits oléagineux également. Vous mettez dans votre assiette la moitié en légumes et en fruits. Et ensuite, donc, vous concevez autour d'eux donc, des féculents donc, de l'ordre du quart de l'assiette et des protéines animales ou végétales de l'ordre du quart de l'assiette, tout simplement. Mais le soir, si par exemple vous n'avez pas faim, vous pouvez tout simplement prendre une soupe, surtout en ce moment en hiver. Voilà, donc une soupe avec des légumes de saison, du pain, un petit filet de poisson, voilà, quelque chose de très léger. N'oubliez pas également donc l'hydratation, donc qui est vraiment très importante, étant donné que nous sommes des organismes aquatiques. Nous sommes composés de 60 d'eau et l'idée, c'est que notre eau intérieure, c'est vraiment une nécessité et ça, c'est pas un secret. Comme le disait, Léonardo de Vinci, l'eau, est la force motrice de toute la nature. Donc l'idée, c'est vraiment de ressentir les bienfaits de l'hydratation. Donc c'est un lubrifiant pour les yeux, l'hydratation pour la peau. Vous aurez aussi une meilleure composition du muscle et elle draine également les toxines. Quand je parle d'hydratation, c'est très important de penser à l'eau, effectivement, mais il y a aussi l'alimentation qui apporte de l'ordre de 20 à 30 d'hydratation. Donc vous avez, les fruits, et légumes qui sont les plus riches en eau tels que le concombre, les salades, courgettes, la fraise, la pastèque, même si c'est pas encore la saison. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est retenez ceci, c'est que dans les fruits et légumes, vous avez de l'eau et vous pouvez vous hydrater avec, des smoothies, des soupes, des tisanes. Donc j'exclus bien évidemment tout ce qui est thé et café, puisqu'on a un effet diurétique donc, c'est-à-dire qu'elles vont favoriser la fuite de l'eau et donc une déshydratation. Donc, vous pouvez consommer du thé et du café en quantité modérée, bien évidemment, mais l'idée, c'est que vos sources d'hydratation soient le plus diversifiées possible pour avoir comment dire, en fait, une hydratation minéralisée. Voilà, si vous buvez par exemple de l'eau et vous avez extra soif, ça ne va pas hydrater votre corps, ça va automatiquement être court-circuité. Mais si vous prenez un fruit, vous prenez un smoothie, vous prenez une soupe, là vous avez des minéraux. Et les minéraux vont permettre à l'eau d'être, de rester dans votre corps et de ne pas fuir, tout simplement. Juste une demande de précision, si tu me le permets, Neymar. Oui, je t'en prie. Pourra-t-elle revenir sur l'équilibre de l'indice glycémique? Oui, je vais revenir dessus. Merci. Alors. Au niveau de l'index glycémique. Donc l'index glycémique, comme je disais tout à l'heure, c'est une classification en fonction du pouvoir sucrant, donc sur 100. Donc on a le sucre raffiné blanc, celui-ci donc il est classé tout en haut. Et donc on a fait une classification avec donc les aliments à un index glycémique faible, les aliments à index glycémique moyen et les aliments à index glycémique élevé. Donc, les aliments à index glycémique élevé, ce sont les aliments qui vont induire le plus de pics de glycémie dans votre corps. C'est-à-dire que quand vous allez manger par exemple un gâteau, donc qui est très très pauvre en fibres d'autant plus, donc très riche en sucre, et c'est tout, il n'y a que ça, du sucre et des additifs, des conservateurs, etc. Là, vous allez avoir donc un pic de glycémie.
Donc, c'est-à-dire que la glycémie euh, va tout simplement être élevée. Et ensuite, donc, on aura malheureusement, en fait, à cause de ce pic de glycémie, donc un effet avec l'insuline qui va faire baisser la glycémie, donc pour arriver justement à des taux physiologiques normaux. Et malheureusement, si on mange trop sucré, trop de gâteaux d'un coup, par exemple, eh bien, donc l'insuline, voilà, le pancréas va vraiment bombarder en insuline. Et là, vous allez vous retrouver au bout d'une heure, même pas, en hypoglycémie. Et là, vous êtes en dessous du seuil, on est en dessous de 1. Et c'est là où on commence à trembler, à avoir des envies de grignotage, de sucre, on a des coups de pompe, on se sent pas trop bien, on a encore besoin de se resucrer. Et donc, cet effet yo-yo toute la journée, ça induit dans un premier temps donc des envies de manger tout le temps, de grignoter tout le temps, chose qui n'est pas très très bon. Et d'autant plus, je vais ajouter que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Et donc, qui dit stockage, dit prise de poids et stockage dans le tissu adipeux et la graisse viscérale. Donc, dans cette classification, donc vous avez sur Internet, voilà, vous tapez tableau, donc classification des aliments en fonction de leur pouvoir sucrant. Eh bien, donc, vous allez avoir donc, les aliments à index glycémique faible. Donc, c'est ceux qu'il faut consommer le plus à 80%, voire 90% de votre alimentation. Donc, c'est-à-dire les légumes secs, c'est-à-dire les fruits oléagineux. Les fruits également, ils ont des teneurs en fibres, et donc les fibres permettent cet effet hypoglycémiant. Et vous avez aussi les céréales complètes, la viande, les œufs et le poisson. Donc vraiment, c'est tout ce qui doit faire partie de votre alimentation à plus de 80%. Le reste, les aliments à index glycémique élevé, on va les consommer plutôt de l'ordre de 5% environ. On en a quand même besoin. On ne fait pas la guerre justement au sucre, on fait la guerre à la quantité trop élevée de sucre, tout simplement. Donc, cette notion en fait d'index glycémique, c'est tout simplement un facteur de déterminant pour réguler votre glycémie et faire en sorte en fait que votre glycémie soit la plus stable possible. Voilà, donc retenez ceci, c'est de consommer le plus possible de fibres, de vitamines, de minéraux, de fruits et légumes, de céréales complètes. Donc je vais citer par exemple le riz complet. La différence avec un riz complet et un riz normal, un riz blanc qui va avoir un index glycémique beaucoup plus élevé que le riz complet, puisque dans le riz complet, eh bien, on a gardé le péricarpe de la céréale. Et donc, le péricarpe est très riche en fibres. Donc, c'est pour ça que consommer des aliments complets, c'est très intéressant. Et bien évidemment, varier les céréales et ne mangez pas que du blé. C'est très bien de varier, tel que l'avoine, le millet, le sarrasin, l'orge. C'est vraiment très intéressant de varier les céréales. Voilà, j'espère que c'est clair si j'ai répondu à la question. Ouais, c'est répondu. Ok, très bien. Parfait. Après, il y aura des questions après, hein, mais pas tout de suite. Ok, oui. Je te laisse Oui, pas de problème. Ça marche. Voilà. Ben, du coup, après pour les questions, j'y répondrai par la suite. Là, on va passer donc à l'alimentation pendant Ramadan. Donc c'est parti. Donc le jeûne du mois de Ramadan, c'est une ordonnance divine, donc inscrite dans le Coran al-Karim, et qui sert à purifier le corps et l'esprit. Comme il est dit dans Surat al-Baqarah, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Le prophète Mohammed alayhi salam a également souligné l'importance du jeûne. Le jeûne est un bouclier. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il s'abstienne de paroles et d'actes obscènes. Donc, tous ces enseignements spirituels sont complétés donc, par des principes qui encouragent la modération, l'équilibre et le respect de son corps. Donc, il faut savoir une chose, c'est que maintenant, on a l'habitude de jeûner, mais on ne se pose jamais la question à savoir comment jeûner. On se pose souvent la question à savoir, est-ce que moi je dois jeûner? Est-ce que je peux jeûner? Est-ce que je ne peux pas jeûner? Ça, c'est, je pense que c'est assez établi. Ça dépend des pathologies chroniques, ça dépend des stades, ça dépend des prescriptions médicales. Voilà. Mais si vous êtes en bonne santé, eh bien, jeûnez le plus possible, puisqu'effectivement, le jeûne a énormément de bénéfices. Il y a deux méthodes
qui permettent d'éliminer l'excès d'énergie stocké dans les tissus graisseux. Donc, qu'on ait un problème de surpoids ou qu'on n'ait pas de problème de surpoids ou qu'on ait d'autres problèmes en tant que tels sous-jacents, le jeûne va vous permettre d'éliminer cet excès d'énergie qui est stocké et qui est délétère, puisque tout au long de l'année, on accumule donc des toxines, des substances plastiques, des substances chimiques et j'en passe, via donc la pollution, via notre alimentation industrielle, etc. Et donc forcément, ben, toutes ces toxines-là, va falloir les éliminer. Et donc il y a deux méthodes qui existent. On a dans un premier temps le jeûne et le mouvement. Donc le mouvement aussi, associé avec le jeûne, a des effets parfaits pour justement donc détoxifier votre corps. Alors un petit instant. Donc, comme je vous disais précédemment, donc notre corps produit de l'énergie en utilisant l'oxygène et les nutriments issus de notre alimentation. Et pour justement freiner le vieillissement cellulaire dont je vous parlais tout à l'heure, rappelez-vous, donc les radicaux libres donc, sont vraiment des cellules délétères pour notre santé, qui malheureusement sont stockées dans notre tissu graisseux et notre graisse viscérale. Eh bien, il faut s'en débarrasser grâce au jeûne et au mouvement. Donc, pendant le mois de Ramadan, on a deux processus qui se mettent en place. Donc, on a le processus de détoxification du corps et on a le processus de déficit calorique. Donc, on va commencer déjà par la détox. Donc, le corps va puiser dans ses réserves énergétiques et c'est ce qui va lui permettre d'éliminer donc non seulement les radicaux libres, mais aussi donc les toxines, les substances chimiques accumulées tout au long de l'année. Donc, ce processus de détox va permettre de régénérer l'organisme en profondeur. Donc ça, c'est pour le phénomène de détoxification. Et on a aussi le phénomène de déficit calorique. Donc le déficit calorique est induit par Ramadan. Pourquoi? Parce que pendant Ramadan, on augmente l'intervalle entre deux repas ou deux pseudo-repas, j'ai envie de dire. Puisque le matin, suhoor, et le soir, la rupture du jeûne. Donc l'augmentation de cet intervalle, donc cette année, donc en France, ce sera entre 12 et 13 heures, eh bien, ça va nous permettre justement de puiser dans notre énergie, les réserves énergétiques et les éliminer. Donc, c'est comme ça en fait que le corps va se détoxifier beaucoup plus qualitativement, bien évidemment si vous vous alimentez correctement le matin et le soir. Il y a également un impact positif sur le poids corporel. Au-delà de la détoxification, l'augmentation de l'intervalle entre les deux repas améliore la santé métabolique et diminue l'inflammation et favorise la perte de poids. Donc c'est tout à fait normal pendant le jeûne de perdre du poids, ne serait-ce que même quelques grammes, puisqu'effectivement, donc on a une élimination de tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc le jeûne pratiqué pendant le mois de Ramadan, c'est un bon début pour les personnes qui sont en surpoids. Et en plus, quand il est combiné à une activité physique régulière, alors il va permettre de puiser dans les réserves d'énergie qui sont stockées dans le tissu adipeux et donc qui facilite la réduction de masse grasse. Donc quand je parle d'activité physique, je la distingue de l'activité sportive, puisqu'on n'est pas tous sportifs déjà de base. Donc déjà, voilà, gardez en tête que le mouvement, le fait d'être en mouvement, de faire des activités à impact très modéré, au quotidien, de la marche, du jardinage, du bricolage, monter des escaliers, des choses vraiment toutes bêtes de votre quotidien, eh bien, ça permet à votre corps déjà de fabriquer de l'énergie et en plus de ça, d'éliminer tout ce dont pardon, il n'a pas besoin grâce au processus du jeûne. Donc pendant Ramadan, vous n'êtes pas obligé d'être alité et dormir toute la journée. Ça n'a aucun sens. Au contraire, le corps s'adapte fabuleusement bien et, et vous pouvez avoir justement donc, des bénéfices très positifs en même pas 29 à 30 jours. Donc testez. Et le troisième process qui se met en place aussi, c'est une rééducation alimentaire. Moi, j'estime que Ramadan, c'est comme une formation. C'est un peu comme si on rentrait dans une école de formation et qu'on remet tout à zéro. C'est une fabuleuse chance et occasion de repenser nos façons de vivre,
de repenser nos habitudes alimentaires et de repenser également notre relation à la nourriture, qui parfois, voilà, on se pose pas vraiment trop la question pourquoi est-ce qu'on mange et effectivement, bah, il y a pas mal d'excès en général. Donc, profitez de Ramadan pour repenser vos habitudes alimentaires, à manger en quantité raisonnable, de manière modérée, à manger en pleine conscience, à manger avec qana'a, avec la reconnaissance de ce que Allah Ta'ala nous donne tous les jours, et à privilégier surtout la qualité dans notre assiette. Donc c'est vraiment le point de départ pour moi d'un mode de vie beaucoup plus équilibré et plus sain pour la plupart d'entre nous. Donc on va voir ensemble les principes de l'alimentation équilibrée pendant le Ramadan. Alors c'est très simple, puisqu'encore une fois, comme je le disais plus haut, c'est que pour moi, pendant le Ramadan, ce ne sont pas des repas, c'est pas la fête, c'est pas euh, voilà, un anniversaire ou que sais-je, parce que les tables, elles sont trop remplies. C'est vraiment une prise de conscience que notre corps a besoin d'une pause, un peu comme en hiver, où la nature se régénère. Eh bien, c'est pareil. Ramadan, ça permet justement de remettre les choses à zéro et de permettre une renaissance pour être encore plus fort par la suite, puisque au-delà de l'amélioration de la santé métabolique, on a aussi une amélioration de l'immunité, on a une amélioration des capacités physiques, des capacités intellectuelles, et sans parler du miracle d'Allah Ta'ala, puisque, encore une fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas scientifiquement parlant, ça reste de l'ordre du miracle. Moi, je les amène à Rabbi Subhanahu. Donc, faites-le vraiment comme Allah Ta'ala l'a prescrit, l'a conseillé, le prophète sallam aussi. Donc, le suhoor, c'est le repas essentiel pour tenir pendant la journée de jeûne. Ça, c'est... Tout le monde le sait. Maintenant, le prophète sallam a encouragé les croyants à ne pas le négliger. Donc, prenez le repas du suhoor, car il y a une bénédiction dans ce repas. Alors, il y a deux écoles. C'est vrai qu'effectivement, donc ça dépend vraiment de votre niveau de, pardon, de pratique, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. L'idée, c'est vraiment de partir en fonction de voilà, votre niveau actuel. Il y a des personnes pour qui un suhoor à base d'eau et trois dattes suffit amplement et qui peuvent aller travailler, qui peuvent continuer à avoir un mode actif et qui peuvent tout simplement tenir toute la journée sans problème, sans déshydratation, sans carence ni autre. Et je rappelle une chose, c'est que le Ramadan ne n'induit pas une déshydratation. Ça, c'est faux. Et quiconque vous essaye de vous convaincre sur ça, c'est faux. C'est pas la peine de débattre sur ce sujet. Il n'y a pas de déshydratation pendant Ramadan. Étant donné que l'eau fait partie de notre corps et elle ne va pas fuir comme ça en mode vous allez être asséché et voilà, affamé, tout ça, tout ça. Non, non. Par contre, effectivement, rappelons une chose, c'est que pendant la Ramadan, c'est normal de ressentir la soif et la faim, puisque ce sont les objectifs du mois de Ramadan. Si on a peur d'avoir faim et si on ne ressent pas la faim, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est Ramadan. Ok? Donc gardez vraiment en tête que, bon, ça peut faire peur à certains, mais quand on a l'habitude de jeûner, c'est normal d'avoir faim et au contraire, le corps vous dit merci. Donc pour le suhoor, soit vous partez avec de l'eau et trois dattes, et ça suffit amplement pour vous, soit vous pouvez prendre un repas euh, plus protéiné, donc comme un petit déjeuner idéal avec un grand verre d'eau, une source de féculents, une source de protéines, une source de fibres, et tant mieux pour vous, surtout d'autant plus pour les sportifs, c'est très intéressant. Maintenant, effectivement, chacun fait comme il le sent, mais vaut mieux quand même partir avec quelque chose. Voilà. Ensuite, donc, on a la rupture du jeûne. Donc, suivez la sunna en rompant le jeûne avec trois dates, accompagné d'un verre d'eau, comme l'a conseillé le prophète alayhi salam. Lorsque l'un d'entre vous rompt son jeûne, qu'il le fasse avec une date, s'il n'en trouve pas, qu'il le rompe avec de l'eau, car l'eau est purifiante. À la rupture, tout ce dont on a besoin, c'est de l'eau pour se réhydrater, réhydrater le corps en douceur, donc des petites gorgées, pas besoin de boire un litre d'eau d'un coup, ça ne sert à rien. L'idée, c'est de réhydrater le corps petit à petit et de resucrer le corps puisqu'effectivement, donc, les premiers nutriments dont le corps a besoin à ce moment-là, c'est du sucre. Alors, le sucre apporté par les dattes ne crée pas un pic de glycémie. Pourquoi?
parce que dans un premier temps, les dattes sont un fruit béni. Deuxièmement, parce qu'il y a des fibres, donc qui vont permettre de réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Et également, donc, on a des acides aminés tels que le tryptophane, qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, il n'y a pas d'intérêt à manger autre chose à la rupture du jeûne, ou alors si vous n'avez pas des dates à portée de main, c'est pas grave, un fruit fera l'affaire. Et de l'eau, et basta. Ensuite, pause spirituelle, prière, c'est le temps vraiment de laisser au corps d'absorber les dates, de se resucrer en douceur. Et ensuite, je vous conseille de commencer par une soupe ou un bouillon de légumes, mais vraiment que des légumes. Pourquoi? Parce que l'organisme, à ce moment-là, a besoin uniquement de se réhydrater. Et encore une fois, donc avec une hydratation minéralisée, donc à base de minéraux. Donc les minéraux vont permettre en fait à l'eau de rester en fait dans le corps humain et dans l'organisme. Donc commencez par un potage, un bouillon, donc riche en sels minéraux, pour optimiser l'utilisation de l'eau et aussi prévenir la constipation. Donc le ftour doit être le plus léger possible pour ne pas perturber la digestion. C'est normal d'avoir mal au ventre si vous mangez tout en même temps et en plus des aliments qui ne sont pas du tout digestibles. Et en plus, on pense aussi au sommeil qui arrive juste après, même si on dort beaucoup moins pendant le Ramadan avec Tarawih, avec l'Adhkar, avec Qiyam al-Layl, etc. Mais quand même, le sommeil a toute son importance. Donc, ça commence déjà dans un premier temps parce que vous allez manger, vous allez consommer à la rupture du jeûne. Donc, n'hésitez pas à ajouter des crudités pour leur richesse en vitamines et fibres. Et si vous avez encore faim, là, vous pouvez ajouter donc des féculents, des protéines, une portion de fruits. Quand je parle de protéines, je vous conseille plutôt le poisson et les protéines végétales. Vous pouvez manger un peu de viande, mais pas trop. Les viandes ne sont pas très bien assimilées le soir, étant donné que les enzymes digestives ne sont plus du tout sécrétées à partir d'une certaine heure. Donc, encore une fois, la viande, si vous voulez en manger plutôt le matin au suhoor, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, point d'excès en viande, ça ne sert à rien. Je privilégie plutôt le poisson, puisque le poisson va être riche en oméga 3, qui sont de fabuleux anti-inflammatoires, donc ça va optimiser la détox. Voilà, donc c'est pas vraiment nécessaire de manger de la viande tout le temps pendant la Ramadan. Au contraire, faites une pause. C'est pas plus mal. Ok, donc vraiment c'est très très simple. Ramadan, c'est le minimalisme et c'est une table qui est censée être la plus simple possible. Voilà, on n'est pas censé être dans un repas festif tous les soirs, entrée plat dessert. C'est encore pire que ce que vous faites tout au long de l'année. C'est-à-dire que tout au long de l'année, vous mangez la journée et pendant le Ramadan, on mange la nuit. Donc c'est n'importe quoi. Donc clairement, vraiment, c'est vrai qu'on n'arrête pas de répéter et il faut l'intégrer, il faut l'assimiler, il faut le transmettre et le conseiller autour de vous. Si vous voulez préparer la Ramadan, ne préparez rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. L'idée vraiment, c'est de se focus sur notre pratique spirituelle, sur les adorations, sur le fait d'aider son prochain, sur le fait de devenir une meilleure version de soi-même, etc., etc., et j'en passe. Donc évitez, s'il vous plaît, les excès, puisqu'il est courant de voir des tables généreusement garnies, et il est important d'éviter les excès inutiles, comme il est noté dans la Sourate Al-A'raf, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et surtout, donc une dernière chose, mangez lentement et en pleine conscience. Il n'y a pas de feu, c'est pas de train à prendre et pas de rendez-vous. L'idée vraiment, c'est de s'asseoir et de prendre le temps de reconnaître donc les bienfaits d'Allah Ta'ala et de ressentir aussi les effets de l'alimentation sur votre corps lorsqu'il en a été privé pendant de longues heures. Donc c'est vraiment le bon moment pour avoir donc ces sensations qui sont décuplées. Et d'autant plus, prenez le temps, voilà, de savourer votre repas parce que ça va éviter les ballonnements et faciliter la digestion et vous allez encore plus apprécier Ramadan. Donc en conclusion, Ramadan, c'est un cadeau inestimable, un rendez-vous sacré entre l'homme et son Seigneur, où la foi et la santé s'harmonisent
dans un équilibre parfait. Alors profitons du Ramadan pour réformer nos cœurs, revenir à l'essentiel et nous reconnecter avec notre Créateur. En adoptant une alimentation saine et en suivant les précieux enseignements du prophète Mohammed alayhi salam, nous avons l'occasion de tirer le meilleur de cette expérience. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon Ramadan et je suis à votre écoute pour les questions. Barakallahu fik, c'était très très intéressant. J'ai pas mal de questions, à moins qu'il y en a qui veulent prendre la parole. Voilà, je vais commencer. Lorsque les cellules de base sont malades, est-il possible de les guérir ou est-ce irréversible? On ne peut que limiter leur vieillissement. Alors, très bonne question. Alors oui, c'est toujours réversible, pardon. Donc, les cellules malades, il faut justement donc essayer de manger donc varié, équilibré et en fait pratiquer en fait tout ce que j'ai dit précédemment. Donc ça, c'est l'idéal pour justement éliminer l'excès qui est souvent stocké au niveau du tissu adipeux et la graisse viscérale. Donc si on ne peut pas savoir quel est le quota de cellules malades, mais on a déjà des indicateurs, c'est-à-dire un surpoids, faire une analyse de votre composition corporelle, c'est très important. Faire aussi un bilan sanguin, voir s'il n'y a pas des paramètres qui sont un peu plus déstabilisés par rapport aux normes. Donc ça permet déjà d'avoir voilà, une idée de là où vous en êtes aujourd'hui. Mais pas de panique, il y a un effet réversible, bien évidemment, grâce à l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress et des émotions. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, si vous voulez plus de détails. Je vous entends plus. Mehdi? Tu m'entends? Oui, là je t'entends. Ouais. Attends, je vais te redire la phrase. Je suis maman de deux enfants de 8 à 10 ans, d'origine marocaine. J'ai habitué mes enfants à manger des chips et des gâteaux. Et des fois, quand je leur donne plus, ils crient. Comment faire pour arrêter cet excès de sucre? Ok. Bon, ça, effectivement, je pense que c'est pas, enfin, vous n'êtes pas la seule. L'idée, c'est vraiment effectivement bon, de casser les habitudes, puisque comme ils ont été habitués, c'est un peu complexe au début. Mais l'idée, en fait, déjà, dans un premier temps, c'est vraiment de leur parler, de faire les courses ensemble, de cuisiner ensemble et de regarder, en fait, avec eux, voilà, des petits documentaires ou des choses comme ça, en fait, qui expliquent un peu comment sont fabriqués, par exemple, les chips, comment sont fabriqués, par exemple, les gâteaux, de regarder les étiquetages nutritionnels, voilà, de faire un peu de la veille, un peu scientifique avec vos enfants. Je trouve ça amusant en plus parce qu'ils sont très intelligents en général. Et l'idée vraiment, c'est de leur expliquer déjà en douceur et par eux-mêmes, ils vont vous poser des questions déjà. Ça, déjà, ça serait bien qu'ils en prennent assez conscience puisque je pense qu'ils sont encore petits. Mais à cet âge-là, il y a quand même une éducation alimentaire à l'école et aussi, alors venant de vous, moi je dirais que l'éducation elle se ferait à la maison avec voilà des alternatives. Pourquoi pas proposer, je ne sais pas moi, des baby carottes avec du houmous, avec de l'avocat, à faire avec eux bien sûr, histoire de les habituer à autre chose peut-être. Alors au début, effectivement, je pense que les crises, elles seront toujours là, puisqu'ils ont été habitués. Mais je pense qu'au fur et à mesure, plus vous allez augmenter la part d'aliments vivants dans votre alimentation et les intégrer aussi vos enfants donc en cuisine, faire les courses ensemble, leur expliquer voilà, ça c'est bon, ça c'est un peu mauvais, de regarder ensemble des documentaires, etc. Eh bien, ils seront beaucoup plus éveillés et ce sera beaucoup plus intéressant pour eux de savoir ce qu'ils mangent et à quel point ça peut aussi avoir un effet bénéfique sur leur santé. Voilà. Je sais pas si c'est dans la suite de la question.
Comment faire pour essayer de les aider à arrêter de cette alimentation qui soit malsaine? Alors, arrêter du jour au lendemain, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que défaire des habitudes alimentaires, ça demande quand même un certain plan d'action. Mais je dirais dans un premier temps, voilà, de commencer par augmenter la part d'aliments vrais et vivants dans votre assiette. C'est beaucoup plus facile d'augmenter la part d'aliments bons pour la santé que de supprimer complètement les aliments industriels, etc. Même si effectivement, pour moi, c'est, on va dire, simple puisque les habitudes, elles sont ancrées, ça fait quand même des années. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de supprimer, voilà, les aliments, mais pour mes enfants, etc. Mais si vous avez été habitué à ça, je vous conseille d'abord de consommer, voilà, des fruits et des légumes de saison, d'augmenter la part d'aliments riches en nutriments. Et au fur et à mesure, vous allez rééduquer votre palais, vous allez vous habituer, créer des habitudes saines au bout de 3 semaines, au bout de 4 semaines. Donc, essayez de tenir le coup. Et au fur et à mesure, surtout, c'est très important de manger en pleine conscience. Donc, c'est-à-dire de prendre le temps de manger, de déguster, de savourer l'aliment en question. Et ça commence encore une fois par vos courses. C'est-à-dire quand vous allez faire vos courses, n'achetez pas des choses qui vont remplir vos placards et qui vont vous donner des tentations à la maison. L'idée vraiment, c'est d'être enfin, d'avoir des placards le plus simple possible et de faire vous-même des recettes à la maison. Des recettes simples. Il y a tout aujourd'hui sur TikTok, Instagram, YouTube. Voilà, faites des recettes vous-même, histoire de vous amuser et faire de votre cuisine un laboratoire. Voilà. OK. Là, c'est la question d'un frère. J'ai été choqué quand j'ai vu le reportage sur le Cachir. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui n'est pas à manger, qui serait dangereux à bannir pour que je puisse essayer, moi qui étais passionné du Cachir et du salami, prendre soin de mon alimentation, en te remerciant de ce que tu fais aujourd'hui? Bah, de rien, avec plaisir. Oui, le reportage sur le Cachir, il a fait pas mal de polémiques. Maintenant, effectivement, encore une fois, comme je le disais précédemment, c'est que ce qui est bien, c'est que ça éveille les consciences. Donc, quand on sait ce qu'on mange et qu'on sait comment c'est fabriqué, ben voilà, ça nous donne plus envie de le manger. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose et bravo à vous. Maintenant, en termes d'alternatives, encore une fois, consommer des vraies protéines, telles que de la viande, du poisson, des œufs, cuisiner à la maison. Euh, et voilà, le boucher va être votre meilleur ami et essayer d'avoir des conseils auprès de lui pour voilà, tel ou tel plat. Mais l'idée, vraiment, ça revient toujours au même. C'est vraiment de cuisiner vous-même et de consommer vos plats vous-même. Essayez de faire un plan alimentaire, donc des menus, voilà, de planifier en avance, ne serait-ce que pendant 7 jours, et de faire vos plats et vos repas sur 7 jours. Comme ça, vous faites vos courses une fois par semaine avec ce que vous voulez manger. Donc, commencez déjà par prendre une feuille et de mettre voilà tous les plats et les repas que vous souhaitez consommer. Donc, avec une part de légumes, la moitié, une part de protéines et une part de féculents, en gardant en tête que vaut mieux consommer plus de végétaux. Maintenant, bon, je distingue l'alimentation des hommes et l'alimentation des femmes qui n'est pas la même. Chez les hommes, vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de protéines que les femmes. Donc, en termes de viande, prenez une vraie pièce de viande chez votre boucher et cuisinez-la vraiment avec amour et avec plein d'épices et de saveurs. Ça n'aura rien à voir avec le salami et le kashir, ça c'est sûr. Voilà. Je te remercie. À la question d'une sœur, je t'ai écouté sur le petit déjeuner. Peux-tu me donner un petit déjeuner idéal à prendre, moi, le matin avec mes amis, pour me préparer au mieux? Qu'est-ce que tu recommanderais comme petit déjeuner? Très bien. Franchement, c'est en fonction des goûts. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Après, c'est vrai que en général, je recommande des petits déjeuners faciles à manger et digestibles. Donc, en général, par exemple, ça dépend vraiment si vous avez aussi cette affinité donc, avec les produits laitiers. Donc, par exemple, ça peut être un fromage blanc avec donc des graines de chia dedans et des fruits. On peut rajouter aussi des graines dedans. Et donc ça, c'est un super petit déjeuner express à prendre au travail. Je l'accompagnerai plutôt donc avec un smoothie. Donc c'est-à-dire des fruits mixés ensemble avec de l'eau de préférence
et des graines. Donc, on peut mettre des graines à l'intérieur. Donc, ça fait un smoothie aussi équilibré. Après, pour un petit déjeuner un peu plus consistant, là, ce serait à base d'œufs, à base de saumon, d'avocat, de mousse, avec des tartines de pain, avec une boisson chaude, et ça fait l'affaire aussi. Donc, on a les protéines végétales dans le houmous, donc le pois chiche fait à la libanaise, avec de l'avocat, avec du saumon. Voilà, on peut quand même apporter quand même de la couleur et des protéines végétales le matin sans problème. Donc voilà, c'est un peu de l'assemblage, mais en termes surtout, vraiment, c'est très important d'apporter des protéines le matin. Donc ça peut être des protéines végétales, ça peut être aussi des protéines animales. Donc comme je disais, voilà, il y a des personnes qui aiment bien manger salé, donc ça peut être du saumon, ça peut être du fromage, avec avec des féculents, du pain complet. Merci. Le lait frais est-il inclus dedans? Le lait, alors encore une fois, ça aussi, c'est une école avec beaucoup de divergences. Moi, j'estime que le lait n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire pour tout ce qui est apport en calcium, etc. Le calcium, vous allez le trouver dans les fruits et les légumes. Donc, il n'y a pas vraiment de nécessité de boire du lait tous les jours le matin. Et d'autant plus qu'à l'âge adulte, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, remplacer plutôt avec des tisanes, des plantes. Ça, c'est très, très intéressant le matin. Vous pouvez aussi faire, donc c'est une recette, ça s'appelle la talbina, donc c'est à base d'orge par exemple. On peut faire ça, c'est de l'orge en fait qu'on fait tremper en fait dans de l'eau et après donc on l'aromatise. Il y a des personnes aussi qui vont manger du riz le matin par exemple, comme dans la médecine traditionnelle chinoise, et ils vont l'aromatiser avec des fruits et avec des graines, des fruits oléagineux, donc des amandes, des noix, des noisettes, etc. Voilà. Merci. Une question. Peux-tu partager ce que tu avais évoqué ton fichier auprès de l'assaut de midi ou pas? Toi qui vois. Est-ce que je peux partager quoi? Tu avais demandé de partager, je crois, un fichier ou quelque chose que tu voulais montrer. Donc, il te demande est-ce que tu pourrais le partager où on pourrait le trouver. Ah oui, avec plaisir. Après, c'est un PowerPoint, donc il faudrait que j'envoie le lien. Je t'enverrai le lien par mail et puis comme ça, tu pourras l'envoyer à tout le monde avec plaisir. Merci. Question sur les légumes. Quelle est la différence entre le surgelé et le frais dans l'alimentation, notamment sur la partie énergétique, et quelle stratégie à adopter car le surgelé peut être plus pratique à gérer? Alors, tout à fait. Les légumes surgelés, alors bien évidemment, ceux qui ne sont pas préparés sont très, très intéressants comme alternative au frais. Même le frais peut aussi se congeler et être surgelé, ça, c'est pas gênant. Tant qu'il n'est pas préparé, et qu'il n'y a pas d'additifs et de sel et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Là, si vous avez donc des aliments vraiment bruts et à peine cuisinés, même pas cuisinés du tout, ça c'est très bien. Donc en termes de valeur nutritionnelle, en général, le surgelé, donc il est vraiment dans le top 1. En termes de qualité nutritionnelle, c'est vraiment une très belle alternative par rapport au frais. Même si effectivement dans le frais, vous allez avoir plus de qualité nutritionnelle si vous consommez des aliments de saison. Donc c'est pour ça, faites attention aussi quand même à intégrer des aliments frais, même si vous avez un peu de surgelé à côté. Et je pense que j'ai répondu à la question. Après, en termes de stratégie, ben, j'ai envie de dire, moi, c'est vrai que je consomme pas vraiment de surgelé, mais en général, c'est vrai ils se cuisent bien en fait dans les repas faits maison. Donc ça, je pense que c'est pas si problématique que ça. Donc non, franchement, les surgelés, je recommande avec le frais, sans problème, tant qu'ils ne sont pas préparés et cuisinés déjà en amont. Et en termes de qualité nutritionnelle, encore une fois, bah, c'est plus vous allez consommer des aliments de saison, et plus vous aurez de la qualité nutritionnelle dans votre assiette, ça c'est certain. Voilà. Merci. Autre question. Que pense-t-elle des farines blanches concernant l'impact sur la santé, notamment par rapport à la question du gluten? Et après, une deuxième, je te laisse avec celle-là d'abord. Alors le gluten, dès lors où vous n'avez pas de maladie cœliaque ou autre, il n'y a pas comment dire, de nécessité de retirer totalement le gluten de votre alimentation, puisque c'est une protéine à part entière et elle a toute son importance. Maintenant, effectivement, je recommande de varier les céréales, puisque vous avez des céréales qui n'ont pas, il n'y a pas de gluten à l'intérieur, tel que le maïs, par exemple. Donc, c'est très intéressant, en fait, de varier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui,
Dans les farines blanches, les farines raffinées, on aura, bon, déjà dans un premier temps, le sucre blanc de la farine, en fait, qui est très, très mal digéré. Et donc, vous avez beaucoup moins d'aliments, de céréales complètes, en fait, dans les farines blanches. Et encore une fois, ça induit un impact glycémique beaucoup plus élevé. Donc, faites une croix sur tout ce qui est farine blanche, puisque vous aurez beaucoup moins de satiété avec. Je vous recommande de plutôt partir sur des farines complètes. Ça, c'est une chose. Maintenant, le gluten, c'est autre chose. Ça va être pour les personnes qui ont des problèmes de maldigestion, des ballonnements, des flatulences, etc. Faire aussi des tests chez les allergologues euh, et procéder enfin, par un procédé d'évitement. C'est-à-dire, faites une liste, en fait. Par exemple, si jamais vous avez des ballonnements juste après un repas, voilà, notez ce que vous avez mangé et ensuite procédez par élimination pour voir, en fait, quel est l'aliment qui vous procure tous ces ballonnements. Peut-être que c'est pas forcément le gluten. Mais je reconnais aujourd'hui que le gluten est trop présent dans notre alimentation et que le fait de varier les céréales, eh bien, ça permet d'avoir un confort digestif beaucoup plus intéressant. Voilà. C'est que penses-tu des habitudes qui consistent à sauter le repas du soir car le corps ne le réclame pas? Doit-on écouter son corps selon la faim? Tout à fait. Ça, c'est très intéressant et recommandé d'écouter son corps. Si vous n'avez pas faim, c'est pas grave. Le soir, en plus, c'est encore mieux. Maintenant, n'hésitez pas à vous hydrater, toujours. Donc, à base de tisane, vous pouvez prendre une soupe aussi très légère, juste à base de légumes, et vous hydrater avec ça, et c'est bon. Voilà. L'idée, en fait, c'est quand même de garder une prise alimentaire le soir, voilà, pas plus que 18-19 heures, admettons, pour que vous ayez un sommeil quand même qualitatif, que vous n'ayez pas trop, trop faim non plus, que votre estomac ne crie pas famine et que vous ayez quand même quelque chose dans le corps pour quand même affronter le jeûne nocturne d'environ 8 heures. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater le plus possible, prendre des tisanes, des soupes, etc. Voilà. Merci. Autre question, s'il te plaît. Quelle est la position de l'islam concernant la boisson kéfir? Est-elle réputée comme bénéfique pour le rééquilibrage de la flore intestinale, mais aussi pour lutter contre des maladies de l'estomac? Cette boisson est-elle licite, étant donné la fermentation qui en est issue? Je ne peux pas répondre à cette question, vous vous doutez bien, parce que je n'ai pas la science pour. Wallahu alam, je ne sais pas. Moi, personnellement, de par mes convictions personnelles, je préfère ne pas en consommer. Il y a aussi le kombucha, le kéfir, etc. Wallahu alam. Ça, il faut poser la question à quelqu'un d'autre. Maintenant, effectivement, en termes de rétablissement de microbiote intestinal, il y a effectivement des effets intéressants. Maintenant, si en termes de religion, on ne peut pas consommer de kéfir, je vous conseille, par exemple, de faire un peu comme nos grands-mères à l'ancienne, donc tout ce qui est donc l'alimentation lacto-fermentée. Donc celle-ci elle est très intéressante pour nourrir le microbiote intestinal et donc rétablir aussi une flore intestinale intéressante, mais pas que, bien évidemment. Donc l'alimentation fermentée, donc par exemple, voilà, râper par exemple des carottes, du chou, etc. et laisser dans un pot, dans un bocal. Vous avez des recettes sur Internet. Donc ça s'appelle vraiment enfin, la fermentation euh, avec des légumes. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, pour les boissons, Allahu alem. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ça reviendra. Voilà. Là, on revient un peu en arrière. Il est important effectif d'informer que les farines modernes sont des OGM et donc à la longueur, nous rencontrons des soucis car nos corps ne reconnaît pas les agents de ce type. Peux-tu- Euh, c'est un peu trop complexe pour moi, mais après, tout ce qui est OGM, effectivement, bon, ça a été démontré que voilà, leur consommation excessive était très néfaste pour notre santé. Maintenant, effectivement, voilà, il n'y a pas de risque zéro et c'est très compliqué aujourd'hui de se dire, voilà, dans quelles conditions a été cultivée la plante en question. Franchement, c'est très, très compliqué. Donc là, pour ça, j'ai pas de recul là-dessus. Moi, j'estime que, voilà, ben, on est vivant, en fait, dans cette période-là. Allah Ta'ala, c'est très bien ce qu'il fait. On fait en sorte d'avoir un équilibre dans notre alimentation, toujours. Pourquoi pas comment dire, de changer d'environnement quand on en a l'occasion, voilà, partir à la montagne, faire le plein ailleurs, ne pas rester que en ville toute sa vie,
essayer d'aller voir voilà d'autres environnements un peu plus, comment dire, moins industrialisés pour varier, mais j'ai pas d'autres solutions à apporter contre tout ce qu'on avait dit précédemment par rapport à l'industrie agroalimentaire, par rapport aux terres qui sont contaminées, par rapport au bio, les pesticides. Enfin, c'est complexe. Donc moi, je rentre pas dedans. J'estime que voilà, faut rester quand même optimiste et positif. Et la nature a quand même pas mal de choses à nous apporter. À nous de faire attention comment on consomme. Mieux vaut consommer local, raisonné et de saison. Et puis, ben, en tout cas, ça c'est pour les fruits et légumes. Après, pour les céréales, le poisson, c'est très compliqué de suivre la saison et là, on fait avec ce qu'on a, quoi. Voilà. J'écoute ce que préconise Naïma pour les petits déjeuners. Mais est-ce bon pour tout le monde car nous savons que certains ont des pathologies? Merci. Alors justement, Allah Ta'ala a bien fait les choses, c'est qu'on a tous une ADN, on est tous différents, on a tous une ADN différente. Donc non, ce petit déjeuner n'est pas euh, euh, comment dire, consommable pour tout le monde, surtout pour les personnes qui ont des pathologies chroniques. Donc, c'est pour ça que moi, dans mon métier, ben, j'ai une prise en charge individualisée. Je pratique le soin nutritionnel en fonction de mes patients et en fonction de leurs antécédents et leurs pathologies chroniques actuelles, l'évolution, etc. Donc, c'est pour ça que, voilà, lorsqu'on a une pathologie, il vaut mieux aller voir un médecin et être suivi par des spécialistes. Maintenant, voilà, les recommandations que j'ai données aujourd'hui sont valables pour les bien portants. Après, celles qui ont des pathologies chroniques, là, c'est une approche un peu plus individualisée et ça nécessite d'en parler de manière individuelle. Il y a un frère, il a complété un peu ce que tu as dit. Le keftir kombucha est une fermentation et son taux d'alcool, si on peut appeler cela taux d'alcool comme le vinaigre, il y a des études sérieuses. Allah donne le libre arbitre et la cupidité aux ignorants des laboratoires. Ben, merci pour cette, Ouais, cette réponse. Mais wallah alam, moi, je peux pas me bon, ça prononcer exact. là-dessus. Je sais Alors, pas. on a, est-ce que le café est à bannir ou pas? Alors à Alors, bannir, non, parce que ça fait quand même partie des boissons plaisir. Bien évidemment, ce que vous mettez dedans, c'est quand même important. Donc c'est mieux de boire le café sans sucre, un café de qualité, voilà, ça c'est toujours mieux. Maintenant, effectivement, le café, ça dépend en quelle quantité vous le consommez. De l'ordre, si vous me dites 1 à 2 tasses par jour, ça reste raisonnable. Mais au-delà, ça peut provoquer des tachycardies, ça peut provoquer une baisse de production du collagène, ça peut provoquer un effet diurétique, c'est-à-dire que vous allez aller plus souvent uriner, et une déshydratation. Donc le café, non, il est riche en antioxydants, il y a pas mal de bénéfices là-dedans, mais encore une fois, à consommer en quantité modérée. Voilà. je te remercie. Attends, tu es demandé, hein, Massallah. Salam alaikum. J'aime beaucoup les bonbons et les jus. Sachant que j'aime beaucoup les légumes, y a-t-il des bonbons et des jus sains, entre guillemets, ou une alternative? Bah, les bonbons, on va dire, c'est drôle parce que effectivement, l'être humain essaye toujours de trouver des alternatives saines, mais elles sont à votre portée. Ce sont les fruits, tout simplement. Les fruits sont des bonbons de la nature. Donc, en plus de ça, donc on a des fibres et en plus, les consommer de saison, c'est encore mieux puisque vous allez avoir aussi, voilà, les qualités organoleptiques, nutritionnelles, etc. Donc bon, de toute manière, les bonbons, c'est cariogène et puis votre dentiste ne va pas être content. Donc l'idée vraiment, c'est bien évidemment de les limiter. Même, je pense que peut-être que dans votre question, il y a une certaine réponse, c'est de peut-être de consommer voilà, des bonbons sans sucre, etc. Méfiez-vous des bonbons sans sucre et même tous les produits qui sont allégés et voilà, et j'en passe. C'est pas vrai. C'est que effectivement, bah, l'industriel est très, très, très intelligent et notre corps aussi. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez prendre, par exemple, un bonbon sans sucre, eh bien, vous allez avoir, donc dans votre cerveau, vous avez deux lobes donc, qui vont être déclenchés. Donc, il y a le premier donc, qui va détecter le, le, le sucre, en fait, et donc le sucre va rentrer dans le circuit de la récompense.
C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et donc, vous allez sécréter de la dopamine. Donc, c'est l'hormone de l'entrain, l'excitation, la motivation. Ça, c'est bien. Par contre, on a l'autre lobe du cerveau qui va détecter un manque de calories. Puisque quand vous prenez un bonbon sans sucre, vous avez le goût sucré, vous n'avez pas le nombre de calories au compteur. Donc, le cerveau se dit, allô les gars, j'ai le goût sucré, mais j'ai pas de calories, il y a un problème. Donc, le cerveau, donc des études scientifiques ont prouvé que le cerveau va programmer le, enfin, votre corps à manger 20 à 30% de plus au repas suivant. Donc, en fait, au final, vous retardez l'échéance et ça ne fait que, comment dire, déstabiliser en fait votre glycémie. Donc, évitez complètement tout ce qui est sans sucre, etc., puisque même voilà, les édulcorants ont un impact sur votre glycémie et ça peut avoir le même pouvoir sucrant. Ok. Donc, voilà, en termes d'alternatives, mangez des fruits de l'ordre de 3 à 4 portions par jour. Augmentez la part d'aliments vivants dans votre assiette. Il n'y a rien de mieux. C'est la meilleure méthode, c'est celle-ci. C'est d'explorer. Il y a mille et une façons de se faire plaisir, puisqu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, essayez de consommer des fruits et légumes que vous aimez, tout simplement. Si je résume, il y a d'autres alternatives, alhamdoulilah, pour prendre ce qu'on aime bien. C'est bien ça? Tout à fait. Alhamdoulilah. Alors, une autre question. Salam alaikum. J'ai plusieurs questions pour notre très chère sœur, qu'Allah la récompense déjà pour son intervention. Manger, ça coûte de plus en plus cher. C'est un constat que j'ai fait depuis mon rééquilibrage début récemment. Tu nous parles des fruits et légumes frais, mais que penses-tu de la version congelée? Et deuxième, je pensais acheter pour une cuisine plus saine un air fryer. Ah, je connais pas, mais qui qui est diabolisé de plus en plus. Ok. Bon, effectivement, alors je conçois le fait que aujourd'hui, le fait de manger sainement, ça a un coût, mais la santé n'a pas de prix. Et vous êtes le premier euro de votre santé. Donc déjà, on compte pas à ce sujet. L'idée, c'est quand vous allez remplir votre chariot, faites attention où est-ce que vous achetez vos fruits et légumes, bien évidemment. Si vous achetez à Carrefour, Auchan, vos fruits et légumes, c'est normal que vous n'allez pas tenir. Allez dans les marchés, faites les marchés, faites voilà, consommer local en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des petites parcelles de terrain et qui font de l'agriculture raisonnée. Donc ça déjà, rapprochez-vous à ce niveau-là, changez vos modes de consommation. Parce qu'effectivement, quand vous allez aller uniquement au magasin en le plus court, eh bien, vous allez avoir les étiquetages, les emballages qui représentent 20 à 30% du prix. Donc, c'est-à-dire que vous allez jeter 20 à 30% du prix à la poubelle, au recyclage. Ça fait partie du marketing. Donc, déjà, changez vos façons de consommer des fruits et légumes de saison. Surgelés, donc oui, sauf s'ils ont été préparés. Vous les posez tout de suite et ils sont trop, trop riches en sel. Je préfère que vous preniez donc des légumes surgelés qui n'ont pas été cuisinés du tout, du tout. Vous les cuisinez à la maison avec des aromates, des épices, etc. Et je vous assure que quand vous faites une liste de courses et que vous préparez en amont vos repas et que vous savez ce que vous voulez manger sur 7 jours, voire 15 jours pour certaines personnes, pour une famille, etc., vous faites des économies. Ça, c'est prouvé et faites le test, vous allez voir, puisqu'effectivement, il n'y a pas de place pour le je ne sais pas quoi faire à manger, je n'ai pas le temps, etc. Parce que vous avez le temps de planifier en avance et en plus de ça, vous allez avoir une maîtrise de votre budget puisque vous allez faire du fait maison. Donc, c'est encore mieux. Et en plus de ça, les fruits et légumes de saison sont moins chers que les fruits et légumes qui ne sont pas de saison. Donc, ok, le rééquilibrage alimentaire, continuez, c'est très bien, mais essayez de comparer, regardez autour de vous ce qui se fait en fonction de votre ville, là où vous vous situez. Et je vous assure que, voilà, c'est vrai que les fruits et légumes, ça va être un coût, mais ça va être la partie intégrante de votre alimentation, avec à côté donc des féculents et aussi des protéines. Et des légumes secs aussi, n'oubliez pas. Les légumes secs sont vraiment pas chers. Magnifique. Sans faire de placement de produit, Neymar a-t-elle des adresses pour les producteurs sur Paris ou la région parisienne? J'aurais bien aimé, mais je ne suis pas de Paris, désolée. Faut chercher. Peut-être il y a d'autres personnes parisiennes qui connaissent, qui pourraient partager, je ne sais pas. Mais
Il doit y avoir des annuaires hein, sur Facebook, les réseaux sociaux. Essayez de trouver. Je pense que Paris, vous avez plus de richesse à ce niveau-là. Bon, là, allez, moi, je ne suis pas parisienne, donc je peux pas t'aider. Je te remercie. Question, est-ce que c'est normal de ni maigrir ni grossir pendant le ramadan tout en faisant du sport, en mangeant uniquement bouillon et salade? Oui, le poids peut stagner et stabiliser sans problème, mais ça ne veut pas dire que vous avez pas éliminé donc tout ce qui n'était pas nécessaire. Maintenant, effectivement, ça dépend à quelle fréquence vous allez vous peser et comment vous allez vous peser. La pesée, c'est très important à jeun le matin, après la première urine, donc sans les vêtements, et c'est mieux d'avoir un impédance-mètre donc pour analyser la composition corporelle. Voilà. Mais au-delà du poids, après, c'est un bon indicateur. Et surtout, surtout, essayez de ressentir les choses, d'être connecté à vos sensations. Vous allez avoir des effets positifs. Au bout de même 3 4 jours, déjà, on ressent déjà des effets positifs. Donc, ressentez-les et essayez d'être connecté à votre organisme qui vous donne déjà des signes avant-coureurs que le ramadan se passe bien. Mais continuez, c'est très bien. Magnifique. Alors, on nous parle d'un livre, selon livre, La glucose révolution de Jesse Anchospé. Il faut toujours manger dans cet ordre les légumes, puis les protéines et enfin les féculents. Cela ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Je sais pas si ça te Tout à parle. fait, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un certain ordre à respecter. Après, effectivement, c'est un idéal. C'est toujours un idéal. Si vous vous rapprochez de l'idéal, c'est très bien. Maintenant, c'est pas un code à faire tout le temps pour tout le monde, en fait. Mais je trouve ça bien. Si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Voilà. Ouais, Inch'Allah. Alors là, le lait d'avoine maison est bon à consommer ou faut-il l'éviter? Pourquoi l'éviter? Est-ce qu'il y a une raison de l'éviter? Je ne sais pas. En plus, fait maison, c'est bien. C'est encore mieux que celui qui est industriel. Euh, mais je vais pas dire que c'est une alternative au lait animal, hein. Ça, attention, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. D'autant plus que ben, ce que vous allez acheter, les laits végétaux, etc., ben, ça va être très enrichi en vitamines et compagnie. Là, si vous le faites vous-même, tant mieux. Après, essayez de varier, de pas prendre uniquement que du lait d'avoine. On peut faire du lait avec les autres céréales. Mais pourquoi pas? Après, ça aromatise, c'est un autre goût, c'est d'autres rapports. Mais n'oubliez pas qu'effectivement, la céréale en elle-même apporte tous les bienfaits. Là, vous faites juste une boisson pour aromatiser et changer de l'eau et du lait animal. Mais la céréale en elle-même a beaucoup plus de bienfaits. D'autant plus qu'aussi, je vais rajouter que si vous faites votre lait d'avoine et que vous jetez le résidu, c'est dommage. Il faut l'utiliser. Voilà. Alors, on a quelques conseils. Il faut aller au marché du producteur, la cueillette aussi, ça coûte moins cher. Ah, c'est bien. J'ai pas compris, c'est une question, Il ça? faut Non. aller, ouais, je pense que c'est une suggestion. Il faut aller au marché du producteur. La cueillette aussi, ça coûte moins cher. Ah oui, oui, sans doute. Et là, on nous a fait la pub. Le site internet La Fourche vend des produits bio, livrés à la maison, moins cher que dans les magasins pour certains produits, pour répondre à la deux questions qui étaient posées. Ah bah très bien. Parfait. Comme quoi, on en a qui sont actifs, c'est bien. Concernant la question sur le fait de sauter les repas Mhm. du soir, c'était en dehors du ramadan, une habitude alimentaire à l'année et sport également. Merci à toi. Sauter le repas du soir, c'est ça? Pendant la Ramadan? Concernant sur le fait de sauter les repas, c'est en dehors du ramadan. En dehors du ramadan. Non, c'est en dehors du ramadan. Ah, d'accord, pardon. Sauter le repas du soir, donc en dehors du Ramadan. Euh, bah, encore une fois, comme je disais, pourquoi déjà dans un premier temps? Est-ce que c'est parce que voilà, vous n'avez pas faim ou autre? Et l'idée, c'est quand même d'hydrater le corps avant de dormir. Donc, au moins consommer quelque chose de léger, même si vous n'avez pas faim. Ça peut être une tisane, ça peut être de l'eau tout simplement, ça peut être un bouillon. Mais consommer voilà, quelque chose de très très léger, histoire de réhydrater quand même le corps, puisque l'hydratation, il en aura toujours besoin, ça c'est certain. Maintenant, effectivement, si vous n'avez pas faim le soir, posez-vous la question à savoir si vous n'avez peut-être pas trop mangé la journée.
Il y a des indicateurs en fait. C'est vrai que c'est bien de s'écouter, de se dire que voilà, j'ai pas faim, mais effectivement, ça dépend à quelle heure vous avez mangé. Si vous avez mangé peut-être votre repas du midi un peu plus tard que prévu, est-ce que c'était un peu plus riche que d'habitude? Voilà, posez-vous vraiment ces questions. Après, effectivement, on n'est pas tous programmés pour manger 3 repas dans la journée. Il y a des personnes pour qui, voilà, elles vont se contenter de 2 repas, même des mini-repas fractionnés, et ça leur suffira amplement. Surtout en hiver, on a tendance à avoir un intervalle de repas un peu plus raccourci, donc on a moins faim. Donc, écoutez-vous, ça c'est très important. Les sensations de faim et de satiété, si elles sont bien régulées, vous inquiétez pas, votre corps va vous dire quand il a faim, quand il a plus faim. Si vous n'avez pas faim et que ça fait quand même un intervalle, un long intervalle de temps, je vous conseille quand même de prendre une soupe. Voilà, mettez pas de pommes de terre dedans, mettez juste des légumes et partez avec un bol de soupe et c'est réglé. Voilà. Inch'Allah, merci à toi. On nous a de nouveau proposé une adresse à Ferme d'Intinville de Saint-Denis, pour la personne qui m'avait posé la question. Ferme d'Intinville de Saint-Denis au cas où. Si Ah, très tu- bien. Super. Alors, si tu veux, j'ai encore une question. Celle-là, elle Mm. est riche, elle est complète. Comment préconises-tu 3 bons repas au cours d'une journée sain qu'on pourrait manger au quotidien? Je suis Trois un bons homme, hein. repas. Je suis un homme, il a dit. Ok, très bien. Bah, en fait, tout a été dit dans la présentation, c'est-à-dire déjà le matin, donc partir avec une bonne protéine, avec donc un bon bol de féculents. Donc déjà, partez déjà avec ce que vous connaissez déjà. Donc c'est-à-dire l'orge, c'est très très bien. Donc vous pouvez la faire tremper justement. Donc après, elle devient un peu plus molle et donc elle se mange extrêmement bien, d'autant plus qu'elle est très digestible. Et là, donc, vous pouvez ajouter donc, des fruits oléagineux, donc, c'est-à-dire donc, une poignée d'amandes, noix, noisettes, raisins secs. Vous pouvez les mélanger ensemble et vous pouvez ajouter donc une bonne part de protéines. Donc ça peut être un filet de poisson, ça peut être aussi des légumes secs. Enfin voilà, en fait, on repense nos habitudes alimentaires. Là, vraiment, on sort de notre zone de confort, hein. Je ne vais pas vous dire de boire un jus de fruits avec un café et un croissant, ça n'a rien à voir. Là, vraiment, on est sur un vrai petit déjeuner à base de bonne graisse. Voilà, un filet d'huile d'olive, c'est limite un repas du midi, en fait. Donc ça, c'est vraiment excellent. Après, vous pouvez partir aussi avec des tranches de pain complet ou, comme on dit en arabe, ksrat azra, donc le pain à base de shayr, à base d'orge, à base de voilà, le pain noir, un pain de seigle, un pain, voilà, très riche en céréales et les graines aussi donc, dedans. Donc ça aussi, c'est formidable, vous allez avoir une autonomie extra. Et vous pouvez mettre, voilà, donc du pois chiche. Donc ça, c'est vrai que, en tout cas, dans ma région, en Algérie, on consomme pas mal de pois chiches, qui est excellent, donc très riche en protéines végétales. Vous avez l'avocat également, donc vous pouvez tartiner. Et vous partez avec une boisson chaude, votre café, et c'est amplement suffisant. Bien évidemment, manger un fruit le matin, donc ça, c'est intéressant, un fruit de saison et hydratez-vous. Ensuite, donc pour le repas du midi, bah, ça va être pareil. Donc c'est une base à base de féculents, une bonne protéine aussi, une vraie protéine. Donc on peut prendre 150 grammes de viande, par exemple, comme vous êtes un homme. Si vous êtes sportif, c'est encore mieux. Donc la viande, j'ai envie de dire, on fait souvent le distinguo entre viande blanche et viande rouge. Attention. Pour moi, c'est vrai qu'effectivement, en termes d'acides gras saturés et en termes de répartition des acides gras, on a une classification, ça je suis d'accord. Mais maintenant, pour moi, aujourd'hui, la viande est contaminée de toutes parts, que ce soit la viande rouge ou la viande blanche. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire que voilà, c'est pas parce que vous mangez que de la viande blanche que c'est bon pour la santé. Non, la viande blanche est aussi contaminée en pesticides, en antibiotiques, en hormones, et j'en passe. Puisqu'aujourd'hui, le bien-être des animaux n'est pas forcément respecté. Donc, ça interfère aussi dans la consommation de viande. Donc, faites attention à votre consommation, pardon, de viande. Mangez ben, du poisson aussi, des œufs et variés. Ok. Les œufs tous les jours, je ne vais pas dire que c'est bien. Concernant la Je... continuité de ta question, tu parles du poisson Oui. spécifique ou pas? Euh, bah, spécifique, c'est ça aussi, c'est aussi une école, mais c'est mieux de prendre un poisson sauvage. Maintenant, effectivement, il y a pas mal de poissons aussi qui sont élevés, etc. Là, je vous avoue sincèrement que c'est difficile. C'est encore plus difficile de trancher puisque on fait avec ce qu'on a, malheureusement. Là, par rapport
à là où vous vous situez en fait. Après, il y a des personnes peut-être qui peuvent manger du poisson de saison, et puis tant mieux pour elles, tu vois. Mais, euh, mais en général, par rapport à la fabrication, etc., c'est très complexe de trouver un poisson sauvage, un poisson bien traité, etc. C'est très compliqué. Donc en termes de poisson, le poisson gras, donc comme le saumon, ça serait plus 1 à 2 fois par semaine maximum. Et tous les poissons blancs, là, vous pouvez les consommer 2, 3 fois par semaine, en fonction de votre budget, bien évidemment. Je le conçois, c'est quand même un budget. Euh, et puis vous avez les fruits de mer, comme les crevettes, et les fruits de mer aussi qui sont très intéressants. Donc à intégrer dans votre repas. Donc Le ça serait saumon de bien le Norvège. mix. Il me demande la personne du saumon de fumée de Norvège acheté en sachet. Que en Ouais. penses-tu? Est-ce Alors, ben, bon ou pas? déjà, le saumon fumé, le saumon fumé, donc en termes comment dire, euh, de fabrication, on aura déjà une haute teneur en sel. Donc déjà, on s'éloigne du poisson classique. Le saumon fumé, pour moi, c'est gustativement parlant, c'est vrai que c'est très bon. Il y a des protéines dedans, je dis pas le contraire, mais c'est juste qu'on a une teneur trop élevée en sel. Donc c'est vrai que en termes de vraies protéines, je le classifie pas dans les vraies protéines. Vraies protéines, pour moi, c'est une matrice qui est brute, que vous allez aromatiser vous-même. Donc le saumon fumé, why not? Petite quantité par-ci, par-là. En plus, c'est cher. Donc voilà. Euh, En termes de satiété, vous allez avoir plus de satiété avec un vrai filet vrai filet de saumon, un vrai filet de poisson, qu'avec une tranche de saumon fumé. Voilà. Ça, c'est pour moi un luxe, le saumon fumé. Et pour en revenir à ma question par rapport à monsieur, donc voilà, là c'est bien d'avoir 3 repas donc dans la journée, le soir aussi donc composer le même repas qu'à midi, mais par contre là tabler sur les légumes secs. Les légumes secs ont été tellement délaissés que c'est un peu comme l'alimentation du pauvre. Non, c'est faux. Les légumes secs tels que les lentilles, les haricots rouges, les fèves, les pois cassés, mettez-les dans vos repas au quotidien. Les pois chiches aussi, c'est pareil, au quotidien. Ils sont très riches en protéines. Et si vous avez faim aux alentours de 16h-17h, là, ce qui est bien, c'est fruits oléagineux. Donc ça aussi, ça calme très bien les noix de pécan, les noix du Brésil, les amandes, les noix, les noisettes, etc. Ça, donc vous pouvez faire le plein. Et avec des raisins secs, c'est très intéressant. Un petit carré de chocolat noir. Et vous pouvez prendre, si vous avez faim, si vous faites beaucoup de sport, là, c'est autre chose. Donc là, vous pouvez rajouter donc des tartines de pain avec un petit peu de fromage par-dessus, type Saint-Mauré, Philadelphia, des choses comme ça en fait qui tiennent la route. Mais ce qui va tenir la route pour vous en tant qu'homme, c'est déjà les protéines, c'est déjà remplir de végétaux et remplir de pain, donc le pain ou des céréales complètes qui auront une diffusion lente et continue dans votre sang, qui vont vous permettre d'avoir de l'autonomie. Donc voilà, je pense souvent au pain de seigle, par exemple, qui est vraiment très, très, très intéressant pour avoir une satiété extra. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. J'essaie d'être le plus Non, spécifique c'est très possible. très bien. C'est très très bien. D'ailleurs, ce sera la dernière, comme ça je vais pas plus te retenir. Celle-là, elle est pas mal. Je pense que c'est pour terminer en beauté. C'est à quelle heure que tu préconises le dîner ou un intervalle entre chaque repas? Quelle heure préconises-tu de manger? Je suis un homme. Alors, vaut mieux manger euh, juste avant, donc allez, 19h, 20h maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour dormir, c'est mieux d'avoir une digestion quasi finie, voire terminée. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est vraiment de dormir dans de bonnes conditions pour un sommeil très qualitatif. L'idée, voilà, le dernier repas de la journée, vaut mieux qu'il se fasse euh, 3 heures, on va dire, avant de dormir. Donc, bien évidemment, je prône pour un sommeil qualitatif, donc ne dormez pas à 1 heure du matin. Là, vous avez manqué un cycle. La meilleure période pour dormir, c'est à partir de 22h, 21h, 22h. C'est très bien pour dormir. Comme ça, vous avez tous vos cycles et vous pouvez vous lever tôt, fajr, etc. Et vous allez être en forme. Et les personnes qui dorment à 1 heure du matin, elles sont rarement en forme et c'est compliqué. Donc là, voilà, l'idée, c'est vraiment de manger entre 18h et 20h maximum. C'est l'idéal.
Très, très bien. Alors, on a une dernière demande. Neymater une exemple positive pour sortir ses patients du burn-out ou peut-être des contacts sérieux. Non, je pense pas. Ça. Non du tout, désolée. Après le burn-out, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, pas forcément psychologique. Ça, il y a aussi une part alimentaire aussi là-dedans. Donc, intégrer vraiment des aliments avec une énergie positive, avec un contact avec la terre. Ça, c'est très intéressant. Après, effectivement, voilà, faut diagnostiquer aussi la cause du burn-out et faites-vous suivre et n'attendez pas surtout. Ça, c'est très important de ne pas laisser ça traîner. Je sais pas, Inch'Allah. Là, fait que pour les adresses, il y a aussi une nouvelle adresse, permaculture. Pour les jardins à Dourdan, propose des activités autour de la permaculture. C'est au sud de Paris. Caro. Ah bah, très bien, très bien. Est-ce que tu veux compléter quelque chose ou c'est terminé et on te remercie? Ah, tu es juste en te remerciant, quelqu'un qui a dit c'était très intéressant. Où peut-on te suivre? Ou tu as un site? Mhm. J'ai Instagram, donc ça, je te donnerai les coordonnées. Et aussi, donc j'ai créé en fait un accompagnement en ligne. Donc je fais des consultations en visio, donc suivi nutritionnel en visio pour les personnes qui ne sont pas de Lille. Et j'ai un accompagnement aussi en ligne, donc c'est un suivi nutritionnel et physique également. Donc comme je suis coach sportive, donc l'idée en fait dans cet accompagnement en ligne, on a le suivi nutritionnel, on a les programmes, les plans d'entraînement, les programmations d'entraînement, donc soit pour les hommes et les femmes également, parce que je suis spécialisée donc chez les sportifs, et aussi la gestion du stress, des émotions, la relaxation, la sophrologie. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Donc je donnerai toutes mes coordonnées à Mehdi. Voilà. Et bah voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que bah, merci beaucoup pour votre écoute, votre participation. Ça m'a fait plaisir. Et pourquoi pas une prochaine, Inch'Allah. Si ben je tenais quand même à vous souhaiter un Ramadan Mubarak. Inch'Allah, qu'Allah Ta'ala valide votre jeûne et accorde tout ce que vous souhaitez, Inch'Allah Ta'ala. Donc là, Prenez bien soin de vous. Amine, qu'Allah te récompense. Je te remercie. Tu as beaucoup de remerciements des sœurs et des frères. Très intéressant, très pertinent. J'ai appris des choses. Je vais dormir encore mieux grâce à tes conseils. Donc Allah te récompense encore, ma sœur. آمين آمين بارك الله فيكم الله يجزيكم بألف خير